Rebonsoir à toutes et à tous. Je veux l'annoncer donc tout de suite à la fin de ce journal. Soir d'Info reçoit Monsieur Mactar Sylla, président directeur général de Label Radio TV, coprésident du comité scientifique des assises des médias, ancien directeur général de la radio-télévision nationale, ancien directeur général de TV5 Monde Afrique. Monsieur Sylla, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sarah, c'est tout un plaisir de revenir dans une maison que je considère comme la mienne. Alors, le prétexte, c'est bien évidemment le lancement hier des Assises nationales de la presse, occasion pour les professionnels des médias de poser un diagnostic sans complaisance sur les difficultés du secteur. Alors, les mots sont nombreux. Certains observateurs affirment d'ailleurs que la presse sénégalaise n'a jamais été aussi mal en point. Partagez-vous cet avis en tant qu'acteur et surtout entrepreneur dans le secteur? Mal en point, assurément, mais à ce niveau, c'est peut-être un peu du pessimisme, puisque nous ne serions pas là ce soir, dans un tel environnement, avec le personnel que j'ai vu, avec la régie que j'ai vue, qui va fonctionner toute la nuit, H24, 365 jours sur 365 ou 366. Donc cela veut dire qu'effectivement, il y a une dynamique, il y a une industrie qui se crée, il y a des médias qui sont là, qui existent, aussi bien pour la radio, la télé, la presse écrite, etc., qui est d'ailleurs très dynamique, près de 44-45 quotidiens. Donc oui, il y a des difficultés, effectivement. Et il faut être plutôt dans une logique de plus grande professionnalisation, de créer les conditions d'une meilleure viabilité économique du secteur, d'un meilleur traitement de tous les personnels, notamment les jeunes, en tenant compte, comme me le faisait remarquer hier quelqu'un, de l'approche genre, que les femmes aient des positions de pouvoir. Également tenir compte d'autres aspects que j'appelle liés à l'industrie culturelle de manière générale. Parce que je considère que les médias, en tant que secteur transversal, doivent être considérés pas seulement comme des secteurs d'accompagnement, mais également comme des activités économiques en tant que telles. Pourvoyeuses d'emplois, pourvoyeuses de plus-value, qui peuvent inspirer un programme de radio, un programme de télévision, peut inspirer, l'industrie du jouet, du jeu, l'édition, didactique, pédagogique, etc. Donc il y a un ensemble de choses. C'est un secteur vraiment à la fois transversal et structurant. Donc il faut véritablement que nous essayions d'avoir une vision. Qu'est-ce que nous voulons que le paysage médiatique sénégalais soit d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans? Je prends souvent l'exemple du Nigeria. Nollywood, qui est l'industrie du cinéma, positionne aujourd'hui le Nigeria en 2e position au niveau mondial, avec 2500 films minimum par an. Il est prévu en 2021, le chiffre d'affaires était de 6,4 milliards de dollars. Autant peut-être que le budget du Sénégal à l'époque. Donc si on prend des options aussi fortes que ça, et qu'on se positionne et qu'on se dise, nous au Sénégal, nous voulons dans la production des séries, nous voulons dans tel ou tel autre domaine où nous pensons que nous avons des positions stratégiques fortes, en liaison quelquefois avec la musique, et là je parle à bon escient puisque je suis dans la maison d'un musicien, et que nous avons beaucoup de musiciens au Sénégal de talent. Si on fait la jonction avec le cinéma classique et tout, nous pouvons dire que nous allons dans 5, 10, 15, 20 ans être pratiquement la plateforme de toutes les séries en français. Mais une fois qu'on l'a fait en français, on peut la faire dans toutes les autres langues. Donc c'est des questions d'options, de vision, et ne pas seulement utiliser les médias comme, des faire-valoir. On les utilise parce qu'on en a besoin, pour sa politique, pour son économie, pour son influence, etc. Ce sont des questions également d'ordre économique, c'est des questions de modèle économique, parce que je pense qu'il en sera beaucoup question au cours de ces assises, avec un modèle dont on dit avoir vraiment montré ses limites, des journalistes et des techniciens des médias qui vivent dans la précarité. Vous avez eu la chance d'expérimenter justement au cours de votre carrière d'autres modèles. Qu'est-ce que vous pensez du modèle économique sénégalais? Est-ce qu'il est selon vous dépassé? Est-ce qu'il doit être revu, corrigé, remplacé? Absolument, il doit être vraiment nettement amélioré et nettement revu, parce qu'à moyen et même à court terme, il n'est pas viable. Les entités médiatiques de manière générale ne sont pas viables. Les gens qui en sont les patrons, souvent on pense que les patrons... Non, les patrons mettent leur argent
L'argent, ils ne le prennent pas dans les médias, ils le prennent dans d'autres secteurs, d'autres activités. Et ils l'injectent. Et ils l'injectent dans tout ça. Parce que, honnêtement, moi, je ne vois pas, je ne crois pas qu'il y ait véritablement des gens qui peuvent dire on est arrivé à un stade où on peut payer des dividendes. Non, ce n'est pas possible. Comme je le disais également hier, la rentabilité économique, elle est très hypothétique. Il faut effectivement changer le business model. Il y a plusieurs actions qui doivent être concomitantes et coordonnées. L'État doit accompagner ce secteur. Hier, j'ai fait le plaidoyer pour dire si aujourd'hui, le Sénégal mettait 1% de son budget national, pas seulement dans les médias, mais dans ce que j'appelle la communication et la culture avec de grands C, ça change fondamentalement la donne. De manière régulière. Ça prend en compte le service public, le privé, la production, la formation, la rémunération et les statuts des personnels. Ça permet également de développer, au lieu qu'on ait tous les personnels au sein de nos entités, qu'on leur permette d'avoir des structures de production et qu'ils produisent pour nous. Les maisons de production. Voilà, absolument. À part peut-être le journal télévisé qui est quelque chose d'institutionnel qui doit être in-house, comme on dit. Mais tout le reste, l'ensemble des programmes. Tout à l'heure, je disais à Bouba, l'émission du vendredi soir qui nous retient jusqu'à quelquefois 2 heures du matin, peut être produite à l'extérieur. Par des producteurs, etc. Par des maisons de production, parce que la vocation d'une télé, c'est de diffuser, c'est pas de produire. Absolument, et ça crée une véritable industrie, et ce que j'appelle une sorte de grappe de convergence qui mettent plusieurs métiers, qui permettent d'avoir la formation, d'avoir des gens qui ne sont pas, j'allais dire, des fonctionnaires du privé, qui gagnent de l'argent, et utiliser également toutes les technologies nouvelles à faire. Donc il faut absolument revoir le business model et l'adapter. C'est quand même paradoxal parce qu'on le dit souvent, hein, le modèle économique n'est pas viable et pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, le paysage médiatique s'agrandit d'année en année. Nous avons aujourd'hui plus de 50 quotidiens, 28 chaînes de télévision, 350 sites d'information répertoriés d'ailleurs. Est-ce pertinent, selon vous, pour un pays comme le Sénégal, d'avoir autant de vecteurs d'information? Bon, c'est que, comme la Constitution le permet, c'est comme pour les élections présidentielles. Voilà, c'est quand c'est permis, tout le monde a le droit d'essayer ou de faire. Mais ce qui est vrai et fondamental, c'est que la viabilité économique se pose. Et c'est pourquoi il est important aussi qu'il y ait une architecture institutionnelle et juridique qui prend en compte d'où viennent ces financements. Si ce n'est pas rentable, c'est financé comment? Je vous l'ai dit tantôt, il y a des gens qui sont dans d'autres activités, qui prennent les revenus de ces activités et qui les injectent. Mais il y en a d'autres, on ne sait pas. Donc il faut de la transparence. Il faut que l'on sache pourquoi. Il y en a qui le font par vocation. Et l'autre chose également, c'est qu'il y a une grande responsabilité. Il est très facile de dire, voilà, je ferme demain, je vends tout, et je m'occupe de ma petite famille, et je vis pour le restant de ma vie. Mais quelquefois, c'est de la passion, c'est des partis pris qu'on a. On a une responsabilité envers tous les gens que nous employons, etc., à qui nous voulons donner une chance, etc., laisser un legs. Donc, il y a tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte, mais les modèles, c'est pas viable. Donc, il faut vraiment reprendre et remettre les pendules à l'heure. Régler également la question de l'accès à la publicité. Moi, je suis partisan, et en tant qu'ancien directeur général de la RTS, j'ai toujours combattu pour cette idée, pour dire que le secteur public doit être financé principalement et majoritairement par des financements publics. En mettant des quotas pour la publicité, mais on ne peut pas les empêcher également de mettre de la publicité puisque ce sont les annonceurs qui décident. Mais avec le système de quotas, ça permet de laisser la plus grande portion au secteur privé. Mais même la publicité en tant que telle ne permet pas de tout couvrir. Absolument. Il faut avoir de nouveaux modèles, avoir de nouvelles pistes, utiliser les nouvelles technologies, les nouvelles plateformes, etc. Avoir une véritable politique de diffusion non seulement nationale, mais internationale. Pour le cas du Sénégal, par exemple, pour les médias, je plaide pour que le Sénégal ait une véritable politique audiovisuelle extérieure. TV5, c'était un peu ça en France, etc. La plupart des pays, les Chinois, les Russes, aujourd'hui, tout le monde, les Allemands, avec leurs outils, Deutsche Welle, StarTimes, tout ça, ont une politique audiovisuelle extérieure. Au sommet du BRICS, il y a eu une rencontre parallèle sur les médias. Absolument. Qui se sont rencontrés et qui disent qu'il est important, au-delà des narratifs, mais se positionner du point de vue économique. Parce qu'il y a de l'argent qui se gagne au niveau de la distribution. Imaginez qu'on prenne toutes les chaînes sénégalaises qui sont là, les journaux qui sont là, les plateformes. Vous ne pensez pas qu'on peut créer quelque chose vraiment, un mix de plusieurs chaînes, culture, sport, information, etc., qui peut aller à l'assaut de ce que j'appelle les milliards d'homo sapiens qui sont à travers le monde. Parce que les goûts en matière d'audiovisuel, les goûts en matière de communication, soit ils sont innés, d'accord, mais très rarement, mais ils se forgent, ils se cultivent
on les façonne et on les construit. D'autant que la transition numérique peut le permettre aujourd'hui et assez rapidement. Ça tombe bien, on va évoquer cette question sur la transition numérique avec les médias traditionnels, classiques, qui ont, il faut le dire, vu leur audience attaquée, menacée par Internet. Malheureusement, on n'arrête pas la mer, on va dire, avec ses bras, encore moins le progrès. La transition technologique s'impose. Comment faire pour continuer à exister? Non, il faut s'adapter. D'ailleurs, bon, nous tous essayons de nous adapter. Il faut utiliser ces mêmes outils. Le plus important, c'est quel contenu. Ce sont les contenus qui font la différence. Bon, les réseaux sociaux existent, ils sont là, ils existeront. Moi, je suis vraiment partisan un peu de la liberté. Je ne mets pas une fixation en tant que telle. Du point de vue législatif, ce que l'on veut, on peut bloquer quelquefois, dire tout. Mais c'est improductif parce que c'est mobile, c'est portatif, les technologies permettent de contourner, etc. Il faut s'adapter. Sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes possibles. Imaginez nos propres plateformes. Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un Netflix africain où le Sénégal contribue à grande hauteur, ainsi de suite, du point de vue didactique, du point de vue culturel, dans un monde où les repères se perdent. Quand il y a eu le Covid, que n'a-t-on dit de l'Afrique, mais qui s'est réinventée? Dans cette période, elle a été une période extrêmement dynamique du point de vue des innovations technologiques. Absolument. Un peu partout en Afrique, il y a eu des innovations, mais jamais l'Afrique n'a été aussi productive que dans cette période qui était une période extrêmement difficile. Résiliente. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est vers ces choses-là qu'il faut aller et trouver des solutions, nous adapter, avoir des ambitions à l'international. En termes de population, en termes de jeunesse, 77% de la population africaine a 35 ans et moins. Il y a une classe moyenne aujourd'hui et une jeunesse aujourd'hui qui se développe, qui a accès aux outils de la modernité, qui connaît le monde, qui voyagent. Mais il faut absolument leur donner de l'espoir et donner des pistes. Et pour éviter, créer de la valeur ajoutée. Oui. Aujourd'hui, on peut penser avoir, je l'ai dit, un domaine industriel culturel où on peut avoir des artisans qui feraient les décors, on peut avoir des habilleuses, des tailleurs, des trucs qui font les tenues, qui font tout pour les décors, etc. C'est comme ça qu'on crée absolument le consommer local. Et c'est ça qui permet de créer une industrie de grappe autour de quelque chose. De la même manière qu'on fait le pôle numérique à Diamniadio, qu'on fait tel autre projet, etc., il est possible de faire un projet culturel qui peut même aller beaucoup plus loin. Pourquoi ne ferait-on pas un Sénégal en miniature, comme il existe une Suisse en miniature, etc., où les sites les plus importants du pays sont reproduits par des artisans, tout, qui soit un complexe à la fois touristique, hôtelier, etc. C'est vers ces perspectives qu'il faut aller. Il faut inscrire les médias dans une dynamique des industries culturelles, de l'économie de marché aujourd'hui, et changer fondamentalement la donne et offrir des opportunités aux jeunes et satisfaire les goûts du public et des annonceurs. Alors, retour sur ces assises lancées hier. Et, les échanges vont se poursuivre pendant, je pense, 3 mois, si je ne m'abuse. Alors, pour certains, on l'a dit tout à l'heure, c'est le modèle économique qui doit être revu. Pour d'autres, c'est la nécessité d'assainir le milieu, investi par des trafiquants d'influence, des lobbies et autres. Le problème de la formation, des professionnels sera également évoqué au cours de ces assises. Que pensez-vous du niveau actuel de formation au Sénégal? Bon, il est clair que la formation doit être adaptée parce qu'aujourd'hui, la manière de faire la télé, nous, à notre époque, on ne faisait pas la même chose que vous. L'environnement n'était pas le même, les outils ne sont pas les mêmes, etc. Donc, certains d'entre nous, si on ne se met pas au diapason, on est dépassé. Demain, vous serez dépassé si vous ne mettez pas au diapason. Donc, il faut absolument caler la formation sur les évolutions technologiques aujourd'hui. Il y a de grands rendez-vous, le NAB aux États-Unis, très prochainement et tous les mois de septembre, donc à Amsterdam, IBC, International Broadcasting Corporation Convention, qui permet effectivement de suivre les dernières évolutions dans tous les domaines. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on soit là, j'allais dire, des consommateurs, tout ce qui vient, on prend, on consomme, on achète, on n'en a même pas tout le moyen, mais il faut savoir quelles sont les tendances aujourd'hui, se projeter. Dans les 20 prochaines années, comme je l'ai dit, les industries culturelles joueront un rôle essentiel. Quand je dis industrie culturelle, ce sont les jouets pour les enfants. Pourquoi on va toujours aller dans les Barbie, qui d'ailleurs le film est interdit dans plusieurs pays africains aujourd'hui, où est-ce qu'on va développer nos propres concepts avec nos propres costumes, nos propres traditions, etc. Pas seulement au Sénégal, toute l'Afrique, etc. Nos sites, nos monuments historiques. Le fixature vert labellisé ne peut-il pas être également pris en compte? Donc c'est vers ces choses qu'il faut aller aujourd'hui fondamentalement. Et l'inscrire dans une dynamique qui est beaucoup plus large et qui donne des opportunités. Quand je parle de formation en réalité,
Je parle notamment de l'explosion de toutes ces plateformes aujourd'hui digitales d'information, sans pour autant maîtriser, on va dire, les principes élémentaires de l'éthique et de la déontologie qui fondent le métier de journalisme. Non, quand on sait ce que c'est effectivement une arme pour informer, mais ça peut être aussi une arme de destruction, on va dire. Mais ces gens qui le font, ils ne se considèrent pas comme des journalistes. Ils jugent de la liberté d'avoir un outil au nom de leur smartphone et de la technologie pour faire ce qu'ils font. Ils ne revendiquent pas la majorité, la qualité de journaliste, tout ça. Mais ce sont des journalistes nomades, mobiles, de l'instantané, qui ne recoupent pas, qui font passer les rumeurs, le sensationnel, qui ont leurs propres préoccupations parce qu'ils veulent avoir des clics, gagner de l'argent. Oui, c'est la recherche qu'on dit effrénée de buzz, mais l'un dans l'autre, ils sont aujourd'hui lus, écoutés, regardés. Est-ce que vous avez quand même l'intention de mettre les pieds dans le plat, d'en parler Si, absolument, on en a parlé. J'en ai parlé hier très longuement pour montrer d'ailleurs que l'histoire des réseaux sociaux, au départ, c'est parti de Barnes, ça date de 1954. C'est l'utilisation aujourd'hui qui fait qu'il y a tout ce buzz autour, mais c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, qui met des communautés, des individus ensemble et tout. Absolument qu'il faut en parler, absolument qu'il faut légiférer, organiser tout ça. Mais lorsque, c'est vrai, beaucoup de gens le disent, le concept d'assainissement, etc. Moi je suis pour professionnaliser et sophistiquer, changer véritablement l'environnement, et le tri se fera naturellement. Il y a ce que j'appelle une sorte un peu d'écologie médiatique qui va s'opérer, où certains disparaîtront, entre guillemets, d'autres seront beaucoup plus lus. Mais en définitive, les directeurs de programme, c'est dans chaque foyer, c'est chaque individu, chaque possesseur de son smartphone. Et on a un peu d'ailleurs même cette dérive où les gens de plus en plus regardent la télévision sur le smartphone, avec des programmes courts, etc., ou peut-être plus ou moins longs, etc. Et de plus en plus, lorsque l'Internet de plus en plus va s'introduire dans les foyers les plus reculés, avec le boom qu'il y a au niveau des smartphones en Afrique, quand on voit les chiffres, c'est le continent qui progresse le plus en termes d'acquisition et de population qui utilise les smartphones. Ben, on est déjà, ce que j'ai dit, l'Afrique a accédé à la citoyenneté, numérique universelle. Et donc, de ce point de vue, il est difficile de légiférer et de régler toutes ces questions-là. Mais vous pensez que le tri se fera naturellement? Se fera naturellement et professionnellement et par la qualité des productions qui sont... Si je reviens à l'exemple du Nigeria, le Nigeria, il y a quelques années, mais c'était la qualité aussi bien technique, tout ce que vous voulez, ça n'allait pas du tout. Mais aujourd'hui, il y a Jim Iyke, qui est l'acteur principal de Hollywood. C'est quelqu'un qui aujourd'hui pèse plus de 16 milliards de dollars, enfin 16 millions de dollars. Donc vous prenez le dernier film, il y a un des films aux Irak qui est sorti en une semaine, qui a fait 100 millions de dollars. Parce que la qualité a augmenté. La technologie a permis d'avoir des coûts peut-être moindres, d'avoir des choses qui soient faites de manière plus professionnelle. Il y a un ensemble de festivals. Il y a un festival qui commence le 30 international à Lagos. Au mois d'octobre, vers le 30 octobre, il y a un autre à Abuja. Il les multiplie, c'est le lieu de rencontre, de tournage. Netflix est là, tous les grands producteurs sont là. Donc ça donne véritablement une dynamique et un véritable marché. Et ça également, ça permet d'avoir la formation va de pair. La formation peut se faire dans les structures. Je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui sont formés à l'interne. Peut se faire également de manière académique. Mais je crois beaucoup plus à une formation, j'allais dire, professionnalisante, qui permet, c'est pas seulement la recherche du diplôme en tant que tel, c'est donner des capacités à partir des talents des jeunes. Donc donner des capacités. Vous prenez tous ces jeunes vidéastes qui sont là, les photographes que vous voyez dans les manifestations, etc. Vous les prenez, vous les formez avec des gens qui sont là, qu'on connaît, comme Modou Ndiaye, qui est un directeur photo de plus de 30 ans, qui a accompagné tous les chefs d'État sénégalais, comme caméraman attitré, ou d'autres qui sont là sur le marché. Vous les prenez, ils prennent ces jeunes, ils les encadrent, ils leur montrent, etc. Mais vous créez toute une communauté aujourd'hui qui va se parfaire. Plutôt que d'aller prendre des photos au niveau normal, ils peuvent le faire avec des appareils beaucoup moins chers, plus sophistiqués, et aider à la création et à la créativité. Donc il y a un environnement à bâtir, mais cet environnement-là, il faut une jonction entre la communication, les télécommunications, le tourisme, la culture, l'éducation, pour en faire véritablement, encore une fois, une grappe de développement.
Alors, on va terminer avec la situation des journalistes avec, il faut le dire, le paysage audiovisuel secoué. On dit même que de mémoire de Sénégalais, jamais la presse n'a connu autant de tensions. En tout cas, le président de la CAP, Mamadou Ibra Kane, l'a d'ailleurs mentionné dans son discours, des journalistes pris pour cible, emprisonnés, violentés, comme s'ils étaient des ennemis du pouvoir en place. À quoi est, selon vous, dû ce désamour, on va dire, constaté entre les tenants du régime en place et une certaine presse, et surtout, est-ce qu'on a, selon vous, franchi la ligne rouge? En tout cas, moi, comme j'ai dit, je suis dans une logique d'œuvrer et d'aider à l'apaisement. Parce qu'effectivement, il y a un climat un peu délétère, assez conflictuel, regrettable pour un pays comme le Sénégal. Et comme je le disais hier également dans le discours inaugural, quoi qu'on pense de structures comme Reporters sans frontières ou autres, arrêter des journalistes, mettre un peu, c'est-à-dire cette épée de Damoclès. Et là, c'est profondément négatif. Parce que les classements, on y croit, on n'y croit pas, mais ils ont leur influence, ils sont lus partout, par des décideurs et aussi par des investisseurs. J'ai donné l'exemple, j'ai travaillé dans beaucoup de pays en Afrique, je sais que ça compte. Donc, c'est pas bon pour l'image d'un pays, et c'est des choses qu'il faut éviter. Et je pense que l'un des moyens de les éviter, c'est d'avoir au moins ce que j'appellerais, en référence avec le système judiciaire global, une structure de première instance, qui serait le CORED, le tribunal des pairs, d'autorégulation, où toutes les plaintes, tout ça sont canalisées, acheminées. Centralisées. En leur donnant un véritable pouvoir. Conseil que si on vous convoque au CORED, c'est comme si on vous avait convoqué à la DIC. Si on arrive à mettre des instruments comme ça, et les gens qui sont, quelqu'un comme Ibrahim Souleymane Ndiaye qui en est le président, des gens comme Mamadou Dior, etc., c'est des gens dont le professionnalisme, la responsabilité, la rigueur est incontestable. Donc si on met des outils comme cela, ça permet effectivement d'éviter tout ce qu'on a pu observer ces derniers temps. Et moi, je l'ai dit et je le demande et je le réitère. Je demande au président de la République, qui est le père de la nation, qui est la clé de voûte des institutions, de faire tout ce qui est possible selon les procédures qui lui conviendront pour que tous les confrères, consoeurs qui sont dans les liens de la détention et qui ont maille à partir avec la justice puissent véritablement retourner dans leur rédaction, dans leur foyer. Et c'est le même appel que je fais pour l'ensemble des détenus. Or, moi, je ne justifie pas, et je l'ai dit, les gens qui vont brûler l'université où j'ai commencé ma carrière, des trucs comme ça, c'est l'argent du contribuable sénégalais et de génération qui est en train de brûler. Ça, je ne le cautionne pas du tout et je le dénonce. Mais pour tous les autres, véritablement, sur des choses, puis ils ont posté un truc, etc., qu'ils aillent retourner dans leur famille. Le Sénégal a besoin de paix, de quiétude. On ne peut pas, au moment où aujourd'hui, Dieu nous gratifie de ressources nouvelles, où on a toutes les conditions du point de vue du capital humain, du point de vue de l'environnement, d'aller véritablement à cette émergence qui n'est pas un slogan mais qui est une réalité. Il faut qu'on mette toutes les forces ensemble, qu'on pacifie ce pays. Parce que lorsqu'il y a des problèmes, nous autres des médias, nous sommes les premiers à en faire les frais. Dans tous les pays où il y a des choses comme ça, les médias n'y échappent pas. Donc nous devons être pratiquement les premiers apôtres, les premiers défenseurs de la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut se construire. Sans la paix, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'éducation. Donc, œuvrons pour cela. Donc, je le demande avec toute l'humilité nécessaire au chef de l'État de faire preuve de mansuétude et de magnanimité et vraiment de trouver des solutions d'apaisement. Mactar Sylla, merci. Je vous remercie, Sarah. Je vous rappelle que vous êtes donc président directeur général de Label Radio TV, mais aussi et surtout co-président du comité scientifique des assises des médias. Le lancement s'est fait hier plutôt jeudi, et les discussions vont se poursuivre sur un délai de 3 mois. Nous vous souhaitons plein succès pour ces travaux. Mais en espérant que vous serez de la partie. Vous avez beaucoup de choses à dire et je pense que vous pouvez nous apporter des éclairages. Nous serons de la partie. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes en notre compagnie.